Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, l'émission qui décrypte l'immobilier et l'investissement. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet brûlant, c'est le cas de le dire, les passoires thermiques et leur potentiel de valorisation. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mikhail Gavriloaou, PDG, je viens par arriver à prononcer votre nom, Mikhail, Gavriloaou, PDG et cofondateur de GoFlint, qui a récemment publié la 6e étude de la Vigie, un baromètre unique qui analyse l'impact du DPE sur le marché immobilier français. Bonjour à vous. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il y a quelques années encore, le DPE était un critère parmi d'autres dans une transaction immobilière. Aujourd'hui, il est devenu un élément décisif. Comment vous l'expliquez ? C'est une prise de conscience de la part des particuliers sur l'effet que le DPE va avoir sur la valeur intrinsèque d'un bien immobilier. C'est quelque chose qui est d'autant plus renforcé que nous avons un effet réglementaire, un resserrement réglementaire sur la capacité de louer ce qu'on appelle une passoire thermique. C'est un processus qui a été enclenché, qui va avancer jusqu'en 2034. On va s'approcher des DPE-E, qui constituent effectivement une part importante du stock immobilier français. Alors, dans votre dernier baromètre, la Vigie, vous indiquez une hausse de quasiment 9% du stock de passoires thermiques en vente en France au 4e trimestre de l'année dernière, 2024. Pourquoi ce boom des mises en vente des biens classés F et G ? Alors, ce que nous interprétons, ce que nous comprenons aussi en regardant les chiffres... C'est peut-être les changements qu'il y a eu au 1er janvier. Exactement, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation. C'est l'anticipation du couperet réglementaire qui est intervenu effectivement au 1er janvier. Et pour le rappeler, c'est un couperet en fait en plusieurs temps, donc qui va continuer à se resserrer dans les années qui viennent. Et ce que nous voyons dans les chiffres et aussi de ce que nous remontent les professionnels de l'immobilier, c'est que nous avons des propriétaires qui peut-être pensaient pouvoir faire des travaux de rénovation, qui finalement ne les feront pas, pour des raisons budgétaires, pour des raisons de choix aussi, et qui préfèrent arbitrer et mettre leurs biens en vente. Donc nous avons un effet d'accélération, effectivement, de mise en vente de ces biens sur le marché. Alors, votre étude, elle révèle également une différence marquée entre les appartements et les maisons, et en matière de décote et de plus-value après rénovation. Alors, que nous voyons... Comment on peut expliquer ça ? Alors, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les appartements, ça va être de l'habitat urbain, donc de l'habitat plus concentré, avec éventuellement des critères qui vont peut-être avoir tendance à mitiger l'effet que la note du DPE va avoir sur un bien immobilier. Donc on va avoir un critère d'emplacement, et puis on va avoir un critère de taille aussi. On voit par exemple qu'une décote pour un T1 appartement DPE F ou G, c'est 13% par rapport au même bien avec un DPE A et B. En revanche, quand on est sur un T3 ou T4, c'est plus de 30% de décote. Pour une maison, que ce soit un T2, T3, T4, ce que l'on voit, c'est que la décote est toujours supérieure à 30% entre le F et G d'un côté et le A et B de l'autre. Donc, Non, mais je laisse... et du coup, en fait, l'habitat diffus qui va être l'habitat individuel, les maisons, n'ayant pas forcément cette densité territoriale et cette contrainte d'emplacement, le DPE peut avoir un effet qui va être beaucoup plus visible dans le prix. Alors, il y a un chiffre très intéressant également dans votre étude. Vous avez identifié très précisément 40 750 biens en France présentant un potentiel de plus-value intéressante après rénovation, même sans aide publique. Quels sont les critères qui font qu'un bien devient une bonne affaire malgré un mauvais DPE ? Cela va être, de ce que l'on voit du marché français, principalement son emplacement qui va faire ce critère. Ce que l'on voit, c'est que effectivement, les maisons vont être par défaut un terrain plus favorable pour faire cette plus-value parce que le prix est plus décoté par le propriétaire vendeur qui semble avoir conscience de l'effet du DPE dans le prix. On voit que ce sont des villes, on va dire des villes de province. À Paris, vous aurez du mal à trouver des opportunités, ou en tout cas statistiquement parlant, vous ne les trouverez pas. Des villes de province. Des villes de province comme Lille, comme Villeurbanne par exemple, comme Dijon et peut-être un petit peu Marseille, qui offrent des opportunités. Et ce que nous avons regardé dans le cadre de cette étude, c'est un scénario que l'on pense, nous, être assez sévère. Donc c'est isolation par l'intérieur, pour ne pas dépendre en fait de conditions réglementaires ou administratives que vous ne maîtrisez pas
en tant que nouveau propriétaire du bien, avec une perte de surface en moyenne, on va dire, de 7 à 8%, et avec des coûts de rénovation qui vont être relativement importants par rapport aux données que l'on voit sur le marché. Donc, alors, oui. Pardon, je vous en prie. Malgré les opportunités de plus-value, on voit quand même aujourd'hui de nombreux acheteurs qui restent frileux à acquérir des passoires thermiques. Quels sont les freins principaux? Qu'est-ce que vous avez identifié qui explique cette frilosité des acheteurs? Alors, on va déjà avoir un préjugé. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a déjà à peu près 30% des acquéreurs qui ne veulent pas entendre parler de passoires thermiques pour le moment. Donc déjà, pour eux, c'est difficile de se projeter. Ouais. Et ceux qui vont franchir le pas vont vraisemblablement avoir des inquiétudes sur le chiffrage des travaux, premier point, et sur la capacité à exécuter les travaux de manière satisfaisante, deuxième point. Quand on dit ça veut dire quoi? Par exemple... un délai d'exécution des travaux dont on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise, parce que vous allez vous positionner sur le bien. Si vous avez, dès le début, l'artisan RGE qui est là, qui vous a fait un devis, vous êtes à l'aise avec le devis et peut vous dire « je peux commencer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois », vous pouvez maîtriser ce risque. Si vous vous engagez sur la base de chiffres théoriques, mais que vous ne savez pas, en fait, si dans 1 an, vous aurez trouvé l'artisan RGE pour faire vos travaux, c'est déjà plus anxiogène. Alors je digresse un peu, mais c'est vrai que les banques aujourd'hui qui intègrent les rénovations quasiment obligatoirement partout, elles mettent aussi elles ont allongé un petit peu les dates d'exécution. Il y a certaines banques qui vont jusqu'à 5 ans pour pouvoir faire les... Tout à fait. Ouais. Ça aussi, c'est un signe. Ça, c'est un signe, en fait, c'est que les banques, d'une part, voient une opportunité, parce qu'en fait, les banques peuvent effectivement servir d'intermédiaire entre l'acquéreur et une entreprise de travaux qu'elles vont pouvoir recommander. Elles vont aussi donner un financement. Cela permet de se dérisquer en partie. Et ce que l'on a aussi, c'est l'effet des mécanismes d'aide. Au début, c'était principalement pour, si jamais on avait un usage... un projet d'investissement. Tout à fait. L'investissement locatif, par exemple. Investissement locatif. Aujourd'hui, on commence à voir vraiment une généralisation des banques qui... pour des acquéreurs occupants. Pour des acquéreurs occupants. Absolument. Depuis le 1er janvier 2025, on le sait, et puis Azilis connaît bien le sujet, les mises en location sont beaucoup plus compliquées, voire interdites ou indécentes. Enfin, les logements classés G deviennent totalement indécents. D'autres restrictions vont suivre. Comment les réglementations, elles influent les comportements des vendeurs et des acheteurs? Alors, ce que l'on voit sur les comportements des vendeurs, c'est que plus la réglementation avance, plus le vendeur va être réceptif à un ajustement du prix, parce qu'il sait qu'il est assis sur un bien qui va se déprécier, s'il ne fait rien en tout cas avec ce bien. Donc s'il part du principe qu'il ne réinvestira pas dedans, pour plein de bonnes raisons, il a peut-être plutôt intérêt à en sortir. Si en revanche, je suis acquéreur, je sais que plus le temps va passer, potentiellement plus les vendeurs vont être sensibles à une offre décotée que je peux faire. Donc la question, c'est est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que par exemple, je bénéficie d'une embellie potentielle du financement immobilier pour me positionner et lancer une rénovation et mettre en fait un appartement, une maison au travail, si je suis investisseur, ou est-ce que j'attends davantage? Sachant que plus vous attendez, plus potentiellement le bien qui vous intéresse risque d'être parti. Alors, votre baromètre, il monte également, met en évidence que le stock de passoires thermiques à Paris a progressé moins vite que dans le reste du pays. Comment est-ce qu'on explique cette différence? C'était, je crois, plus à peine 4% contre 9%. Plus 9, c'est ça. Comment on explique cette différence? Ce que nous voyons, c'est que à Paris, l'effet prix d'avoir une passoire thermique est moins fort. Donc si on est un vendeur et qu'on est inquiet de l'effet DPE sur la note et que la réglementation réglementaire, le resserrement réglementaire nous pose un problème, vraisemblablement dans le reste de la France, on y sera plus sensible. Et on est peut-être plus confiant en tant que propriétaire à Paris de trouver un acquéreur sans forcément subir une décote trop importante pour sa passoire thermique. Donc en fait, ce que nous voyons, c'est plutôt que Paris est resté sur sa tendance et c'est le reste de la France qui a accéléré au niveau des mises en vente. On l'a dit tout à l'heure, Lille, Villeurbanne, Dijon, qui ressortent comme vraiment les grands gagnants d'une belle opportunité de plus-value. Pour les acquéreurs. Pour les acquéreurs, oui. Quelles sont d'ailleurs les caractéristiques qui rendent ces marchés particulièrement attractifs pour les investisseurs? Ce que l'on voit, nous, c'est que ce sont principalement des rendements locatifs plus élevés. Donc, il y a déjà en fait un support d'investissement qui va être plus intéressant pour l'acquéreur et éventuellement un état de vétusté du stock résidentiel avec des propriétaires qui, localement,
ne souhaitent pas réinvestir, créant peut-être plus d'afflux de biens sur le marché, plus de concurrence entre ces biens, et du coup, donnant un meilleur pouvoir de négociation aux acquéreurs. Alors, votre baromètre montre également que les opportunités, elles existent même sans être publiques. Après, avec les incertitudes qu'on a connues notamment, et qui continuent un petit peu sur MaPrimeRénov', quel impact ça pourrait avoir, pourrait avoir une baisse ou une suppression de ces aides sur le marché ? Je pense que l'effet ne serait pas égal sur tout le territoire. Si vous pouvez acheter, par exemple, un appartement, mettons à 50 mètres carrés à Paris, on parle d'un budget grosso modo de 500 000 euros d'acquisition, hors droit d'enregistrement, vraisemblablement, vous ne serez pas éligible pour l'ensemble des aides existantes. Donc, la baisse ou la suppression partielle de ces aides, si vous avez un projet de rénovation en tête, vous affectera moins que si vous êtes dans des marchés, par exemple, de province, où les acquéreurs vont structurellement dépendre davantage de ces aides pour pouvoir rénover. Donc, on pense que ce sera un effet inégal, que la province en souffrira potentiellement plus que Paris. Et ce que l'on voit, c'est que dans notre étude, nous voyons que 35% effectivement des passoires en vente sur le 4e trimestre étaient des sujets intéressants d'investissement pour rénovation. Cela signifie vraisemblablement que 65% ne le sont pas, ou que pour 65%, une partie dépendra des aides. GoFlint, votre plateforme, elle se démarque pour son côté, enfin pour son approche éco-responsable. Comment vous intervenez, comment vous accompagnez vos clients ? Alors, l'éco-responsabilité de GoFlint, à notre échelle, va se concentrer sur l'empreinte carbone de notre infrastructure digitale que nous cherchons à surcompenser. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons identifier, nous pouvons quantifier, et la compensation se fait en France. Donc on ne va pas compenser en dehors de la juridiction quelque part où nous sommes des pollueurs. Exactement. Si j'emploie l'expression. En revanche, pour nos clients, par exemple, pour les professionnels de l'immobilier, nous nouons des partenariats. J'en ai un en tête avec l'entreprise Casam, qui vise à former les agents immobiliers à un statut d'éco-conseiller, permettant en fait à l'agent d'appréhender déjà dans le mandat de vente les enjeux de la rénovation énergétique, que ce soit des enjeux budgétaires, des enjeux éventuellement d'accompagnement aussi du propriétaire, acquéreur, qui ne va pas forcément savoir dans quoi il met les pieds. Mireille, pour conclure, quelles sont vos projections sur le marché des passoires thermiques dans les 12 à 24 mois ? Vous me demandez de sortir une belle boule de cristal. Oui, exactement. Merci. Madame Irma. Ce que nous voyons, c'est que nous pensons que le stock va continuer à croître sur le marché. Nous envisageons en revanche une capacité d'absorption qui va être de plus en plus importante par les acquéreurs, notamment du fait de la baisse du coût du crédit. D'accord. Si on pense que 80-90% du coût d'une acquisition, c'est le crédit qui va l'apporter, et bien en fait, chaque baisse des taux d'intérêt va rendre plus de pouvoir d'achat. On en a connu une déjà en tout début mars. Tout début mars. À voir ce que l'évolution partielle des droits de mutation à titre onéreux va faire, parce que ça, pour le coup, ça ne va pas aider le marché immobilier. Donc, ce que nous voyons, c'est... Oui, vous allez pouvoir l'étudier, cet impact de cette corrélation de 0,5 points. Tout à fait. Cette corrélation, en fait, d'un côté entre le DMTO, de l'autre entre la baisse des taux de financement, puisqu'en fait, ce sont des facteurs qui vont affecter le pouvoir d'achat des particuliers. Ce que nous envisageons, en fait, c'est une poursuite de l'érosion lente dans certains marchés. On pense hors Paris, par exemple, ou hors Lyon, où il y a une attractivité suffisante pour que le prix des passoires thermiques se stabilise. Et d'ailleurs, on le voyait déjà au 4e trimestre 2024, avec des acquéreurs qui vont continuer à se positionner de manière opportuniste sur ce type d'actifs. Merci beaucoup, Mireille Gavriloaou, d'être passé, vous savez, sans faute là, PDG, cofondateur de GoFlint, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc. Pour parler des passoires thermiques. On va marquer une petite pause, découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et chaque année, figurez-vous que près de 3000 personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone en France. C'est un gaz incolore, indolore et potentiellement mortel. Environ 100 décès sont recensés chaque année, souvent dus à des appareils de chauffage défectueux ou mal entretenus, un manque de ventilation ou l'utilisation inadaptée de chauffage d'appoint. Pour s'en prémunir, il est recommandé de faire entretenir sa chaudière
chaudière chaque année, d'aérer son logement au moins 10 minutes par jour et d'installer un détecteur de monoxyde de carbone qui, bien que son usage ne soit pas obligatoire en cas de suspicion d'intoxication, comme des maux de tête ou des nausées ou des vertiges encore, il faut immédiatement aérer les lieux et appeler les secours. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Fruit Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et retour dans le Club Imo, et c'est le moment de retrouver Maître Azilise Gauthier-Guégan. Bonjour Maître. Bonjour Marc. Et vous êtes là aujourd'hui pour répondre aux questions nombreuses de nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement et toujours plus nombreux sur Radio J. Alors, on va commencer avec une question de Camille qui vit à Maisons-Laffitte dans les Yvelines et qui nous interroge. L'entreprise qui a fait des travaux de rénovation a presque fini. Enfin, selon elle, comment gérer cette situation ? Voilà. Oui, dans cette situation, finalement, ce n'est pas tellement le fait que les travaux ne sont pas du tout terminés le problème. C'est ça. C'est plus le problème que l'entreprise qui considère qu'elle a déjà tout terminé, elle a déjà quitté le chantier sans avoir réalisé la réception des travaux avec Camille. Mais alors, comment faire si l'entreprise n'y procède pas ? Eh bien, Camille peut prendre l'initiative, peut parfaitement prendre l'initiative de cette réception en écrivant à l'entreprise par LRAR pour se préserver les preuves en cas de problème. Voilà, c'est toujours le conseil. Et dans cette lettre, elle va proposer une date et une heure de réception ou même plusieurs dates, pourquoi pas, à l'entreprise. Et ce sera l'occasion pour elle, ensemble, avec Camille, l'entreprise et Camille, de réaliser cette réception des travaux. Et l'entreprise ne répond pas à cette lettre, c'est ça qui est important. Et oui, c'est que l'entreprise finalement elle n'échappe pas à ses responsabilités parce qu'il y aura une réception qui sera réputée contradictoire, même en l'absence de l'entreprise, dès lors que celle-ci a été régulièrement convoquée par Camille, par LRAR justement. Alors justement, Camille se retrouve au cœur du chantier avec cette réception qu'elle a initiée. Comment elle doit s'y prendre pour réaliser cette réception ? Oui, il faut un peu démystifier la réception parce que finalement la réception c'est il faut pas exagérer quand même, mais c'est comme un état des lieux du chantier. Donc elle va dresser ce qu'on appelle un procès-verbal de réception, c'est un terme très technique, mais en réalité c'est un document écrit dans lequel il va y avoir une liste de tout ce qui n'est pas conforme, ce qu'on appelle les réserves. Et qu'est-ce que c'est les réserves ? Finalement, c'est tout ce qui cloche. Donc, c'est les finitions à réaliser, les malfaçons, donc ce qui n'a pas été fait correctement, et c'est aussi ce qui a été fait différemment. Donc, c'est bien fait, mais c'est pas conforme à la commande initiale de Camille. Alors, pourquoi, Maître, c'est important cette réception finalement, si l'entreprise considère que ces travaux sont achevés, même avec la réception, est-ce qu'il est possible qu'elle refuse de finaliser ? Oui, alors au-delà des finitions qui étaient finalement le problème un peu de Camille au départ, cette réception elle est très importante parce qu'elle marque le point de départ de ce qu'on appelle les garanties. Et là, il y a beaucoup de garanties, il y en a quand même 3. Il y a la première, c'est la garantie de parfait achèvement qui dure 1 an à compter de la date de cette réception justement. Et dans ce cadre, l'entreprise doit revenir en fait sur le chantier pour reprendre tous les désordres qui apparaissent dans le délai d'1 an. Il y a encore la réception biennale, donc comme son nom l'indique, qui est une garantie de 2 ans, toujours à compter de cette réception des travaux, et qui permet une garantie de tous les équipements, c'est-à-dire VMC, chaudière, pompe à chaleur, etc. Et si ces éléments d'équipement dysfonctionnent, eh bien, ils doivent être réparés ou remplacés pendant ce délai de 2 ans. Ouais, d'accord. Si ma VMC se prend pour un moteur d'avion, c'est à eux de jouer. C'est pas. Voilà, c'est ça, c'est la biennale dans ce cas-là. Et la garantie décennale ? Voilà, la fameuse garantie décennale, donc à nouveau, qui porte très bien son nom, donc garantie de 10 ans à compter de la réception, et elle couvre cette fois les gros pépins. Donc c'est lorsque la solidité de votre bien est menacée ou lorsque votre habitation ne remplit plus sa fonction naturelle. Par exemple, votre habitation elle doit être forcément étanche à l'eau et à l'air, évidemment, c'est le but. Et s'il y a des fuites d'eau, un défaut électrique, des fissures qui se déclarent, là c'est la garantie décennale qu'on met en œuvre. Cette garantie, et si l'entreprise elle cesse son activité aussi. Et là voilà, ces garanties en fait
c'est que c'est des assureurs qui vont prendre le C'est relais. ça, Donc ouais. même l'entreprise qui est défaillante, qui devient insolvable, Ouais. qui ferme, qui est liquidée, voilà, dans le pire des cas, parce que là c'est vraiment problématique. Et ben en fait, même si cette entreprise n'existe plus, c'est son assureur qui prend le relais. Et vous pouvez donc être indemnisé des travaux à réaliser. Merci maître. Alors on a une seconde question, elle nous a été posée par Anatole de Cormeilles en Parisis. J'ai envie de louer mon bien, mais j'ai très peur des impayés de loyer, les fameux impayés de loyer. Qu'est-ce que vous me conseillez pour les éviter ? Oui, excellente question. Bien sûr, les impayés, c'est ce qui fait le plus peur. Donc, à part exiger un paiement en lingots d'or, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions quand même plus réalistes. Bien sûr, le b.a.-ba, une sélection rigoureuse du locataire, des garanties solides, donc c'est-à-dire des cautions. Ça peut être une, mais ça peut être aussi deux cautions, pourquoi pas. Et au choix, soit la caution, soit une assurance de loyer impayé. Quel bail il faut privilégier ? Oui, alors il y a 3 types de baux pour l'habitation. Il y a le bail meublé, qui est d'une durée d'1 an, renouvelable. Il y a le bail non meublé, l'inverse, donc pas de meubles dans le logement est vide, d'une durée de 3 ans, renouvelable. Et il y a aussi le bail mobilité, qui peut être d'une durée d'1 à 10 mois. Et là, c'est un bail qui est vraiment particulier parce que finalement, il prend fin automatiquement à l'issue de cette période de 10 mois. Il n'y a pas de congé à délivrer, donc il n'y a pas de motif de congé à donner. Et finalement, moi, dans ma pratique d'avocate, ce que j'ai quand même remarqué dans ces procédures d'impayés de loyer, c'est que les impayés, ils n'interviennent pas en début de location. Ils interviennent quand même au bout de quelques années, peut-être 3 ans, 5 ans, voire beaucoup plus de temps, parce que la situation du locataire, en fait, elle va pas changer immédiatement après qu'on ait sélectionné son locataire et qui présentait toutes les garanties de solvabilité nécessaires. Sa situation, peut-être la perte d'un emploi ou voilà les situations qu'on rencontre dans la vie, malheureusement, elles se déclarent avec le temps. Donc choisir, pour les investisseurs qui sont les plus frileux, j'ai envie de dire, choisir un bail de courte durée, c'est peut-être la meilleure garantie contre les impayés. Merci maître Azilis Gauthier-Guégan d'être passé par les studios de Radio J ce matin pour répondre à nos auditeurs. Il nous a manqué un peu de temps, mais c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir et pour nos auditeurs de vous écouter. Voilà, le Club Imo c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.